Bienvenue à notre dernier webinaire déjà de la saison 2018-2019. Donc, ici Mélanie-Anne Smithman, donc du réseau 1, donc la fonction de renforcement des capacités du réseau 1. Aujourd'hui, on a un webinaire super intéressant sur choisir avec soin. Donc, vraiment un outil d'amélioration de la qualité et de la pratique en première ligne. Juste avant de commencer et de vous présenter là, nos invités aujourd'hui, je veux juste partager avec vous une bonne nouvelle. Donc, l'équipe du réseau 1 est vraiment fière de vous annoncer que notre financement du FRQS a été renouvelé pour la période 2019-2023 et on a reçu une cote excellente et une augmentation du budget de 30 Donc, vraiment, on est très contents et c'est beaucoup grâce à nos membres et aux gens qui participent activement à nos activités comme aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. La vision et la planification pour les 4 prochaines années seront discutées en partie donc à la journée annuelle du Réseau 1 qui aura lieu le 14 juin à Laval. Donc, on vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre invitée principale aujourd'hui, Guylaine Thériault, qui est médecin de famille, clinicienne, enseignante, médecin conseil en santé publique, qui est la co-responsable des soins primaires pour Choosing Wisely ou Choisir avec Soin Canada, et qui est membre du groupe d'études canadien sur les soins préventifs et qui fait aussi partie de l'équipe du campus santé Outaouais de McGill. Donc, bonjour, docteur Thériault, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. On a aussi avec nous aujourd'hui Isabelle Vedel, donc, qui est médecin en santé publique et qui est professeur-chercheur donc en médecine de famille à McGill, qui va agir un peu comme interlocuteur avec Dr. Thériault, donc qui va réagir là, à la fin de la présentation et nous faire un peu un topo sur les liens là, qu'elle voit avec nos activités de recherche au réseau 1. Donc, bonjour Isabelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr. Thériault. Juste un petit rappel pour les participants. Si vous avez des questions, des commentaires tout au long de la présentation, vous pouvez nous les écrire dans la boîte là, à cet effet, dans le panneau de configuration. Sinon, à la fin, on va vous passer la parole là, si vous avez des questions. Donc, juste levez la main. On pourra à ce moment-là ouvrir votre micro si vous voulez poser la question à haute voix ou sinon, vous pouvez là, nous l'écrire sans problème. Donc, Docteur Thériault, je vous passe la parole. OK, merci. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une présentation que je fais au nom là, de Choisir avec soin ou Choosing Wisely Canada. En fait, on était et Choisir avec soin et Réseau 1 à un même événement il y a de cela quelques mois pour justement discuter de l'amélioration de la qualité. Et c'est là que les liens plutôt c'est fait là, pour que je puisse avoir cette occasion aujourd'hui de vous parler de Choisir avec soin parce qu'on croit que les énoncés de Choisir avec soin peuvent être vraiment une base, là, servir d'idée en tout cas pour l'amélioration de la qualité. Donc, les conflits d'intérêts, on a déjà un peu expliqué, j'ai certains conflits d'intérêts dans le sens où je suis co-responsable des soins primaires. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'AMQ, qui est partenaire québécois de Choisir avec soin, et formatrice pour l'atelier pour une pratique éclairée qui est basée en partie sur les recommandations de Choisir avec soin et du groupe d'études, mais je n'ai aucune relation là, avec l'industrie. Donc, les buts de cette présentation-là, c'est que vous puissiez, à la fin de la présentation, décrire Choisir avec soin Canada, comprendre un petit peu son histoire peut-être, mais surtout ses mandats, et aussi savoir comment trouver des outils qui ont été développés justement pour appuyer les changements de pratique. Aussi être capable d'expliquer comment justement les énoncés de Choisir avec soin peuvent servir de base à un projet de l'amélioration de la qualité. Puis ça, je vais vous donner plusieurs exemples où justement ces énoncés-là ont été la base d'une amélioration de la qualité avec des résultats probants là, dans beaucoup de cas. Et donner des exemples, comme je l'ai dit, là, ça c'est quelque chose qu'on aimerait que la présentation puisse vous aider à faire. Donc, Choisir avec soin, c'est en fait la version francophone de la campagne Choosing Wisely Canada.
Cette campagne-là qui est au Canada depuis 2014, mais qui a commencé là, avant ça là, aux États-Unis et qui est maintenant rendue là, internationale. Là, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est partout dans le monde. Choisir avec soin, vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire avec Choisir avec soin? C'est agir comme un porte-parole national pour la réduction des examens et des traitements inutiles en santé. Parce que je vais prendre le temps de vous exposer un peu les faits en regard de ça, mais souvent, on n'a pas l'impression qu'il y a des traitements ou des tests que l'on fait qui sont inutiles, mais on va voir qu'il y en a quand même un bon pourcentage. Donc, comme je vous disais, Choisir avec soin, c'est international. Il y en a dans plusieurs pays. Là, on dépasse là, la vingtaine de pays là, qui maintenant ont leur propre campagne là, de Choisir avec soin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu notre fameux hot dog, mais c'est un peu ça le message. Le message, c'est que trop, c'est comme pas assez. Mais c'est aussi que trop, des fois, ça peut être, ça ne donne, en fait, ça ne donne souvent aucun bénéfice et peut souvent causer des préjudices. Et c'est pour ça que Choisir avec soin existe. En fait, au tout début, c'était vraiment une campagne pour informer autant les patients que les cliniciens de ce fait-là et donner des pistes de solutions. Mais maintenant, comme vous allez le voir, on dépasse là, les recommandations. On veut vraiment arriver dans l'action pour changer les choses. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette publication-là qui date de 2017 où l'OCDE a regardé dans les pays qui sont membres de l'OCDE qu'est-ce qui se passait en termes de gaspillage dans les soins de santé. Et ils ont identifié différentes sources de gaspillage, mais une qui était peut-être moins connue ou moins sur la place publique, qui étaient les soins inefficaces et inappropriés, ou ce qu'on appelle les soins de faible valeur. Donc, en fait, ce sont des soins qui, malgré qu'on les donne, ne peuvent pas apporter de bienfaits aux patients ou des bienfaits très minimes pour une population. On travaille souvent en amont ou en aval. On se dit, par exemple, si je donne l'exemple d'une salle d'urgence où c'est bondé, il y a beaucoup d'attentes, on va travailler, on va se dire, ben, c'est parce qu'il y a trop de monde qui vient à l'urgence, ou on va se dire, ben, parce qu'on n'a pas assez de lits pour mettre les patients, donc c'est pour ça que c'est bondé à la salle d'urgence. Bien que ces deux choses-là soient importantes et aient leur impact, on a une étude au Canada, dans l'Ouest canadien, qui a bien démontré qu'en fait, le plus gros impact, c'est ce qui se passe à la salle d'urgence. Donc, oui, il y a trop d'achalandage, oui, si on n'a pas assez de lits, ça porte un poids, mais il faut vraiment regarder tous les tests et traitements inutiles que l'on a tendance à donner et qui mettent du feu sur la problématique, en fait, qui augmentent cette problématique. Le but, c'est d'arriver avec des soins qui donnent de la valeur aux patients. Parce qu'un soin, ça devrait pouvoir changer l'issue clinique du patient, on espère en tout cas vers le mieux ou au moins l'aider en ce sens-là. Donc, ceux qui ont accès à un clavier, si vous voulez juste penser, réfléchir un peu pendant que je vais présenter l'autre diapositive, selon vous, au Canada, on estime à combien de pourcents les soins qui sont inutiles, donc qui ne peuvent pas apporter ou qui apportent très, très peu de valeur aux patients. Donc, dans tous les tests et traitements au Canada. Donc, si vous avez vous pouvez, écrivez-moi dans le chat quel pourcentage vous pensez que ces soins-là représentent. OK, donc j'essaie de changer de diapo. Donc, on se dit souvent que les soins de santé, les dépenses explosent et ça a plusieurs raisons. Ça, ça vient du Conseil canadien de la santé. C'est un peu vieux, mais ça vient donner le message un peu qui est le même actuellement. Donc, vous voyez en rouge les dépenses de 98 qui sont représentées dans la grosse feuille de 2017 par la partie en bleu. Et puis,
vous voyez des raisons pour lesquelles les soins de santé, le coût des soins de santé augmente, comme par exemple le vieillissement de la population en rouge, la croissance démographique en jaune et l'inflation là en espèce de brun. Mais qu'est-ce qui est la grande partie bleue? C'est l'utilisation accrue de nos modalités des services, en fait, de soins de santé, des ordonnances, des tests et tout ça. Donc, c'est vraiment là qu'il y a beaucoup eu d'inflation, si vous voulez, là, de ces mesures-là. Et ce qu'on dit, puis là, personne ne m'a écrit, personne n'a osé se mouiller, mais on croit qu'au Canada, c'est environ 30% des tests et des traitements qui sont soit non nécessaires ou qui ajoutent peu de valeur. C'est énorme. Aux États-Unis, on estime entre 20 et 30%, au Canada, à peu près 30%. C'est pourquoi on trouve à Choisir avec soin que c'est important de regarder cette problématique-là. Donc, Dr. Thériault, les participants ont écrit entre 20 et 50%. Ah, parfait, c'est bon, j'avais pas vu. OK, parfait, merci beaucoup. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a écrit 90%, là, c'était un petit peu beaucoup, là, mais disons qu'entre 20 et 30% à peu près. Donc, les soins non nécessaires au Canada, c'est un rapport qui a à peu près 2 ans. Et c'est là qu'on a démontré qu'à peu près 30% des examens étaient inutiles ou apportaient peu de valeur. En fait, c'est CIHI, l'Institut canadien de recherche en santé, d'information en santé, qui a fait cette étude-là. Ils ont pris 8 recommandations de choisir avec soin et ils ont regardé ce qui se passait au Canada. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces soins-là n'améliorent pas les résultats là, pour la santé, puis surtout, ils peuvent causer des préjudices aux patients. Hein, et aussi, ils entraînent des coûts supplémentaires pour le système et une diminution de l'accès quand on a vraiment besoin d'un test. Ben, si ces modalités diagnostiques-là sont utilisées à faire des tests non nécessaires, mais ça cause problème. Donc, des exemples de ce rapport-là, en Alberta, 30% des patients qui avaient une douleur au dos avaient subi un examen d'imagerie sans indication pour cet examen d'imagerie-là. La prise de benzodiazépine chez les personnes âgées est très fréquente et ça même si les experts ne le recommandent pas. Encore dans l'Ouest, Manitoba, Saskatchewan, le taux d'utilisation d'aquétapine à faible dose utilisée pour l'insomnie avait augmenté quand même substantiellement chez les jeunes de 5 à 24 ans. Et encore là, même si ce n'est pas une recommandation. Les examens préopératoires, encore trop fréquents d'avoir des examens préopératoires qui ne changent rien quand l'intervention est une intervention là, à faible risque. Donc ça vient de recommandations de choisir avec soin et de leur évaluation de ce qui se passe au Canada. Je vous donne 4 autres exemples parce qu'ils en avaient regardé 8. 30% des gens qui se avec un traumatisme crânien mineur avaient eu un scan de la tête quand ce n'était pas indiqué. 23% lorsqu'ils avaient du délirium et que ce n'était pas indiqué. Et 22% des Canadiennes de 40 à 49 ans avaient passé une mammographie de dépistage, même s'ils avaient un risque moyen. C'est pas nécessairement mauvais parce que l'histoire ne dit pas s'ils avaient eu l'information nécessaire. Donc, si on avait vraiment fait une décision partagée avec ces femmes-là, mais d'après la littérature, c'est assez élevé en termes de pourcentage de femmes qui choisiraient une mammographie s'ils étaient bien informés dans cet âge-là. Donc, et dernièrement, le nombre de transfusions de globules rouges, même si elle commence à diminuer, ce qui est une bonne chose, était encore là, assez fréquente. C'était les 8 recommandations qui avaient été regardées. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'on met encore plus souvent l'accès sur la sous-utilisation que sur la surutilisation. Donc, on va faire beaucoup d'actions pour essayer d'augmenter des choses qui sont sous-utilisées. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien parce qu'il y a des choses qui sont efficaces, prouvées, qu'on devrait probablement faire plus, mais on met peu d'emphase sur la surutilisation. Donc, par exemple, ici, ils avaient regardé 9 indicateurs et ils avaient vu que 6 des 9 indicateurs de sous-utilisation avaient eu une amélioration significative, ce qui est en soi très bien. Mais quand on regardait
11 indicateurs de surutilisation, mais on voyait que seulement 2 de ces indicateurs-là étaient améliorés. Il y avait même un indicateur qui s'était détérioré. Et là, on parle là, de dépistage de cancer de la prostate chez les hommes âgés, on parle de dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées, on parle de choses qui ne sont aucunement là, supportées par la littérature. Bien sûr, il y a une grande variation face aux soins de faible valeur et vous voyez que c'est sûr que quand on veut faire un projet d'amélioration de la qualité, il faut savoir d'où on part. Alors, chaque clinique, chaque hôpital a probablement un point de départ qui est différent. Mais on voit que quand même, ces soins de faible valeur-là sont quand même très fréquents, même si certains commencent à diminuer. Alors, on a moins de médecins qui en font, par exemple, les pap tests chez les moins de 21 ans. Mais on voit que pour l'ostéodensitométrie osseuse, il y a encore beaucoup de gens qui répètent ce test-là avant que ça fasse 2 ans. Et maintenant, les recommandations disent que c'est même plus que 2 ans d'intervalle. Alors, il y a encore beaucoup de surutilisation de ces tests-là. Et quand on regarde, par exemple, pour les ECG, ces patients-là qui ont des ECG puis ne sont pas jugés nécessaires, ben ils sont 5 fois plus susceptibles de subir un autre test ou d'avoir une consultation, ce qui fait boule de neige, en fait. Alors, souvent, on va trouver avec des tests des incidents à l'ombre ou on va trouver des anomalies. Quand c'est un test qui était à la base indiqué, ça fait du sens, mais quand à la base le test n'était pas indiqué, on entre dans un engrenage, là, des fois, sans fin. Donc, ça, c'était un peu pour mettre la table sur le fait qu'il y a beaucoup de surutilisation et que c'est probablement quelque chose d'important à regarder et à faire des actions là, pour que ça s'améliore. Parce que si on veut améliorer l'accès et la valeur de nos soins, ça passe par diminuer la surutilisation. Donc, je rappelle seulement que Choisir avec soin, comme je l'avais dit, c'est vraiment à cause de toutes ces données-là de la littérature que l'emphase est maintenant mise comme étant un porte-parole pour la réduction des examens et des traitements inutiles en santé. Donc, Choisir avec soin, c'est une campagne, c'est maintenant quelqu'un aussi plutôt un organisme qui essaie de donner des outils. C'est dirigé par des cliniciens. Alors, ce sont des cliniciens qui dirigent, des cliniciens, pas nécessairement seulement des médecins, mais des cliniciens qui dirigent, qui veulent mettre l'emphase vraiment sur la qualité des soins et aussi la prévention des préjudices. C'est centré sur le patient, basé sur les données probantes et c'est multiprofessionnel, comme je l'ai dit. Il n'y a pas seulement des recommandations qui sont pour les médecins, mais il y en a pour les infirmières, il y en a pour les dentistes, il y en a pour les pharmaciens, etc. Donc, à la base, Choisir avec soin, ce sont des recommandations. Il y a maintenant plus de 350 recommandations sur le site de Choisir avec soin. Plus de 70 sociétés savantes qui participent à l'élaboration de ces recommandations-là. Comme je l'ai dit, d'autres professionnels aussi qui sont impliqués. Mais Choisir avec soin au Canada, en tout cas, c'est beaucoup plus que juste des listes. On veut avoir un impact là, sur la réduction des soins inutiles. Juste pour dire que j'ai juste 2 diapos les prochaines pour vous montrer que les patients sont aussi, font partie de nos actions. Peut-être pas encore autant qu'on devrait. J'ai travaillé sur une campagne sur l'utilisation judicieuse des antibiotiques et on avait un patient qui était là du début à la fin. Mais c'est un souhait d'incorporer de plus en plus les patients dans nos travaux. Mais nous savons, par exemple, que les patients, parce qu'on est allé voir ce qu'ils en pensaient, que les patients, au moins un patient sur 4 ou un patient sur 5 nous disent que oui, selon eux, on leur a recommandé un test ou un traitement qu'ils ne croyaient pas inutile, qu'ils ne croyaient pas nécessaire. Et ces patients-là, il y en a qui ont pris le test quand même, il y en a qui ont demandé si c'était vraiment nécessaire, mais ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'aide pour vraiment avoir cette conversation-là avec le médecin, à savoir si ces tests et traitements-là sont vraiment utiles pour eux.
Et ça, c'est quelque chose sur lequel la campagne Choisir avec soin est basée aussi sur cette collaboration et cette discussion d'échange entre le clinicien et son patient. Donc, je suis allée voir sur le site du ministère pour voir qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, l'amélioration continue de la qualité. Et quand on parle que c'est de développement d'une culture, ben c'est un peu ça qu'on fait à Choisir avec soin aussi. On veut changer la culture. On veut que la culture soit plus dans le questionnement de nos actions que dans simplement demander des tests ou des traitements. Repérer des opportunités d'amélioration, mais c'est exactement, on en a 350 et plus opportunités d'amélioration qui peuvent très bien servir là, à débuter un questionnement sur la qualité et la pertinence de la pratique. Et je crois avoir déjà fait le point que l'accès et la sécurité vont en lien avec les actions pour diminuer là, la surutilisation, ainsi que la viabilité là, de notre système de santé là, dans son entièreté. Donc, les volets, Choisir avec soin a réfléchi sur les différents volets où on pouvait avoir une action sur la surutilisation et a travaillé beaucoup au début, dans les premières années, sur les campagnes de sensibilisation. Alors, on est quand même bien connu à travers le Canada, peut-être un peu moins au Québec, mais ça commence et c'est de plus en plus connu. Travailler aussi des outils pour les patients et des outils pour les cliniciens, de la formation. Mais on est réaliste et on sait que ces interventions-là ont un impact qui n'est pas toujours très élevé. Donc, depuis, je vous dirais, 2-3 ans, il y a beaucoup d'emphase qui est mis pour essayer de soutenir des interventions à l'échelle nationale qui permettraient de vraiment avoir un impact, un réel impact sur la surutilisation. Et ça se passe souvent à travers des projets d'amélioration de la qualité qui peuvent avoir à un certain moment dans leur schéma une formation ou des outils ou même des normes très strictes qui sont intégrées, mais qui font partie, tu sais, on commence d'un point A, on fait certaines activités, puis on voit si on a un impact au point B. On sait qu'il y a quand on peut mettre ça de façon très rigide dans les processus, ça l'aide. Moi, je peux donner un exemple ici en Outaouais, quand on a décidé qu'il n'y avait pas de répétition de tel et tel laboratoire qui était possible en dedans de tant de semaines, ben ces laboratoires-là ont grandement diminué, puis ça sans impact négatif pour le patient. Donc, mais c'est pas toujours possible. Donc, il y a moyen ou il y a lieu d'avoir des projets de l'amélioration de la qualité là, qui sont pas nécessairement des choses très rigides. Donc, on peut mesurer la situation, on la voit, les partenaires, on les voit. Donc, on peut mesurer des choses qui sont immédiates, intermédiaires ou à long terme. C'est sûr que le but, c'est d'arriver à long terme de réduire cette surutilisation-là, de promouvoir la viabilité du système et d'améliorer l'accès. Mais on peut regarder les connaissances, on peut regarder les attitudes des cliniciens, des patients, on peut regarder les aptitudes aussi. C'est bien, mais est-ce que les gens ont l'aptitude de pouvoir les utiliser pour avoir cette discussion avec les patients? Est-ce que cette matière-là est enseignée? Comme on l'a dit au début, moi, je suis impliquée dans le campus santé en Outaouais, puis c'est une des choses que je travaille très fort à faire en sorte que ce souci pour l'utilisation judicieuse ou pour la pertinence soit enseigné, et ce, dès le début là, de la formation en médecine. Donc, je vous l'ai dit, Choisir avec soin, c'est des listes. Je vous ai mis ici, puis c'est pas fait pour que vous puissiez la lire au complet, là, mais c'est juste pour vous montrer. Par exemple, en médecine familiale, c'est le Collège des médecins de famille du Canada qui fait la liste et ils ont 13 recommandations. Mais vous voyez que si je mets certaines de ces recommandations-là en plus gros, mais ce sont tous des recommandations sur lesquelles on peut faire des projets d'amélioration de la qualité et de la pertinence des soins. Par exemple, ne pas recourir à des examens d'imagerie pour des douleurs au bas du dos lorsqu'il n'y a pas de présence ou plutôt de signaux d'alarme. Mais ça, c'est quelque chose qui peut servir de base à un projet d'amélioration de la qualité.
Ne pas utiliser d'antibiotiques pour des infections des voies respiratoires supérieures. Encore là, ça peut servir de base à un projet d'amélioration de la qualité. Puis un petit peu plus tard, dans mes diapos, quand je vais vous avoir montré quelques exemples, et on a des outils là, expressément pour pouvoir permettre là, une intervention en ce sens-là et mesurer l'impact par la suite. Et vous voyez là d'autres. Alors, vous imaginez là, que chacune de ces 350 recommandations-là est potentiellement là, le substrat là, pour améliorer la qualité et la pertinence des soins. Ce que Choisir avec soin a fait, on n'en a pas des centaines, mais on en a plusieurs. Ce sont des guides, si vous voulez, des petits guides qui sont simples, courts, créés par des utilisateurs. Ce sont des boîtes à outils, si vous voulez, pour expliquer, par exemple, moi, j'ai réussi à faire une intervention, par exemple, pour diminuer les sondes, la pose des sondes ou la durée des sondes à l'hôpital. Alors, j'explique dans cette boîte à outils qu'est-ce que j'ai mesuré, comment j'y suis arrivée et qu'est-ce que j'ai mesuré à la fin. Donc, c'est ça, un petit peu des coffres à outils sur quelques-unes des recommandations de Choisir avec soin. Donc, ça peut déjà vous outiller à savoir un peu par où partir et comment commencer là, un tel projet. Donc, ces boîtes à outils-là contiennent les éléments clés de l'intervention, comment mesurer l'efficacité de votre intervention, en tout cas comment eux, ils ont fait, les auteurs, comment maintenir le succès, comment ils ont réussi, et les ressources et des outils à l'intention du patient. C'est évalué par des pairs, c'est créé par des gens qui ont fait l'action de réduire cette surutilisation-là. Et c'est court, simple et pratique. Là, ce n'est pas des pages et des pages de théorie. Donc, je vous donne des exemples. Au centre Sunnybrook à Toronto, ils ont réussi à diminuer l'utilisation des sondes urinaires de 50%. Alors, comment ils ont fait? Ils ont regardé différentes unités d'hospitalisation et ils avaient 4 unités d'hospitalisation et dans 2 de ces unités-là, ils ont donné une petite formation d'à peu près 20 minutes au personnel infirmier et ils ont mis en place une ordonnance qui était déjà très claire, qui permettait aux infirmières d'enlever des sondes lorsque les patients avaient certains critères. Et vous voyez là l'effet dramatique de diminution de l'utilisation et du nombre de journées de sondes. Alors, à partir d'un énoncé de Choisir avec soin, avec une action qui était quand même très succincte, pas très élaborée, ils ont réussi à diminuer beaucoup cette utilisation inappropriée-là. Et là, je vous en donne en rafale d'autres exemples. Les transfusions sanguines. Alors ici, un exemple où ils ont réussi à diminuer de 30% ou à peu près 30% les produits sanguins. Et quand on parle de 30, je vais vous le dire tout à l'heure, mais quand on parle de 30% de moins, là, on parle d'à peu près là, 2000 transfusions de moins par année dans un institut qui comptait à peu près 500 lits. Donc, ce n'est pas un si grand institut et c'est un nombre très, très important de transfusions de moins qui ont été faites. Il y a un autre exemple où ils avaient diminué un peu moins, mais quand même de façon substantielle. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des lignes de conduite en place qui étaient claires de quand on devait proposer les transfusions, quand on ne devait pas les proposer. Puis après ça, ils ont mis en place quelqu'un qui revisait les prescriptions des transfusions. Au début, c'était seulement de 9h à 5h. Puis après, ça s'est fait 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Et en faisant ces actions-là, ils ont réussi, comme je vous l'ai dit, là, à faire 2000 transfusions de moins par année pour un hôpital qui était de 450 ou 500 lits à peu près. Un autre exemple ici, au hôpital Sinai, encore à Toronto, ils ont diminué de 40% les prescriptions des sédatifs hypnotiques. Donc, encore là, avec un peu d'éducation, avec des ordonnances déjà préparées, et à la fin, ils ont même ajouté une légère formation et des outils pour les patients sur l'hygiène du sommeil pour favoriser justement un sommeil sans sédatif.
Un autre exemple sur les PPI, les IPP plutôt, les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, à l'hôpital Toronto Western, ils ont réussi à diminuer de 26 le nombre de patients qui prenaient une IPP, mais surtout, ils ont réussi à faire en sorte que 93 des patients avaient eu une réévaluation de leur ordonnance. Donc, à savoir si c'était bel et bien quelque chose qui avait son utilité pour ce patient-là, parce qu'on ne dit pas que 100 des gens devraient arrêter cette médication-là, mais il y en a quand même un bon pourcentage qui le prennent sans en avoir besoin. Si je me fie sur ma pratique clinique, je réussis à arrêter énormément d'IPP chez mes patients et ils sont excessivement contents de voir qu'ils n'ont pas besoin d'un médicament, qu'ils peuvent arrêter un médicament. Dans plusieurs cliniques médicales, parce que là, je vous ai parlé beaucoup de choses d'hôpitaux, ils ont le projet Arctic a montré que dans plusieurs cliniques médicales, ils ont réussi aussi, encore avec des outils très simples, une formation minime, un outil qu'ils pouvaient remettre aux patients à diminuer là, les prescriptions d'IPP qui n'étaient pas nécessaires là, en moyenne là, d'environ 60 là, sur ces 5 cliniques-là là, qui ont été visées par ce projet. Alors ça, c'est juste pour vous dire comment ils ont fait ce projet-là. Ils ont regardé, ils ont mesuré des choses et à chaque quintile, ils remesuraient pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à soutenir leur intervention et même à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'IPP qui soient cessés. Ils ont fait ça pour les IPP, ils ont fait ça pour le gléburide, avec, vous voyez, quand même un peu moins de succès. Ils n'ont pas réussi à atteindre la cible qu'ils s'étaient fixée. Alors là, ils retournent à la table à dessin pour voir est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour atteindre notre cible. Donc, je pourrais vous donner des exemples et des exemples et des exemples, mais il y en a d'autres. La diminution des tests de TSH qui ont diminué de 54 au Women's College Hospital. À l'hôpital de North York General, 23 de moins de tests qui sont demandés à l'urgence. Les pharmacies de Montréal avec un projet avec les brochures Empower, 27 des patients qui ont réussi à cesser leurs somnifères, etc. Je l'ai dit, là, des diminutions des tests préopératoires, 40 etc. Donc, peut-être que votre projet à vous pourrait aussi là, démontrer une diminution des soins non nécessaires. Donc, rapidement, l'utilisation judicieuse des antibiotiques, c'est une campagne qui a débuté en mois de novembre l'année passée, qui fournit des outils très clairs, des énoncés très clairs, très faciles à mettre en pratique pour tous les médecins de famille, donc ceux qui vont voir toutes les infections respiratoires un peu mineures, et qui fournit des outils, comme par exemple ici la prescription virale, qui permet aux cliniciens d'avoir une interaction avec son patient sans avoir là, à donner nécessairement un antibiotique pour penser qu'ils ont bien pris soin du patient. Donc, il existe une formation qui est disponible avec des contextes, des cas cliniques qu'on peut on peut donner dans une clinique rapidement. Ça peut être donné par les cliniciens eux-mêmes parce que c'est quand même très facile. Donc, on pourrait mesurer ce qui se passe avant, par exemple, cette formation-là et après. Nombre de prescriptions virales qui est remis. Ce sont tous des idées, mais il y a certainement là ce sera à amélioration de la qualité. Et on le voit, je veux dire, les résidents, c'est des gens extraordinaires. Ici, à Sherbrooke, 2 projets de recherche, pas de recherche, mais des projets de résidence qui ont été faits et qui ont démontré, là, justement, pas vraiment l'impact que pouvait avoir une intervention, mais ici, le fait qu'effectivement, ces énoncés-là ne sont pas mis en pratique dans la pratique courante et qu'il y a lieu de faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amélioration qui est possible. Donc, c'est beau les recommandations de choisir avec soin, c'est bien de les diffuser, c'est bien que les gens en soient au courant, mais comme vous le voyez ici, ça ne change pas grand-chose. Il faut faire plus que seulement les diffuser et c'est pourquoi, entre autres, aujourd'hui, on était particulièrement intéressés de parler au réseau 1
parce qu'on croit que la prochaine étape, c'est vraiment cette multiplication-là des projets d'amélioration de la qualité de l'acte qui pourra avoir là, un impact là, sur la qualité des soins, la pertinence des soins et l'accessibilité. Donc, vers où on s'en va? Ben, engager les parties prenantes vont continuer d'être engagées. On veut engager d'autres professionnels, par exemple les infirmières praticiennes, à venir aussi participer, supporter les régions et surtout développer des outils et des projets d'implantation. On a 2 projets, en fait, on a un projet, celui des transfusions, qui devrait être national très bientôt. Quand je dis national, c'est partout au Canada, et possiblement un autre projet aussi qui va devenir national, mais ce qui n'empêche pas les projets d'implantation locaux là, de vraiment essayer de diminuer là, cette problématique-là. Donc, merci beaucoup. Puis, je veux juste vous dire qu'à la même façon que vous avez des webinaires, Choosing Wisely a aussi des webinaires. Malheureusement, ils sont en anglais. Toutefois, si jamais il y en avait qui sont en anglais que vous voudriez vraiment avoir en français, il y aurait possibilité de voir ce qui est possible de faire. Et nous avons notre congrès annuel au 27 mai. Je vous le montre, même si c'est à guichet fermé, là, peut-être pour une année subséquente, c'est quelque chose qui vous intéresserait. Donc, merci beaucoup, puis je suis disponible pour les questions. Oui, merci beaucoup. Super intéressant. Donc, Isabelle, je vais juste ouvrir ton micro. Isabelle, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Parfait. Donc, Isabelle, je te passe la parole. OK. Ben, merci infiniment, Dr. Thériault, pour votre présentation stimulante. Et ce qui est intéressant dans votre présentation, je pense qu'on pourrait extrapoler à quels sont les liens entre recherche et amélioration continue de la qualité. Je trouve que ça montre bien qu'il y a, c'est sur un même continuum et que ça peut se nourrir mutuellement. Vous avez travaillé sur un sujet qui est très important, l'utilisation excessive de certains tests ou médicaments ou procédures qui peuvent avoir des conséquences négatives, sans parler des coûts pour la santé. Et ça montre très bien qu'il est possible de faire des projets d'amélioration continue de la qualité ambitieux en impliquant l'ensemble des professionnels de la santé, puis des patients. Et vous avez développé des moyens et des trousses d'outils extrêmement pertinents et pratiques, des partages d'expériences, car on sait bien que la science de l'implantation nous montre et nous rappelle tout le temps que la diffusion simple de documents ou de guides de pratique ne suffit pas à faire changer les pratiques. Donc, vous avez réussi à faire une mobilisation importante des différentes parties prenantes et de différentes organisations. Je pense que ça montre aussi la nécessité d'avoir une culture organisationnelle qui est axée sur les données, et c'est ce qu'on veut développer dans le cadre du réseau 1. Vous avez, ça montre que vos résultats de recherche, la Sécu peut se nourrir des résultats de recherche avec toutes les recommandations qui sont issues de la synthèse de la littérature. Vous êtes inspiré d'interventions qui marchent, qui ont été montrées au point de vue scientifique. Mais je vois qu'il y a d'autres connaissances issues de la recherche qui pourraient être aussi mobilisées sur, par exemple, comment utiliser les évidences et les méthodes de recherche pour élaborer des méthodes de projet d'amélioration continue de la qualité très rigoureux et qui pourraient faire avancer la science et la recherche. On sait bien que l'amélioration des soins cliniques doit se baser sur des preuves fiables. Donc, là où je vois un apport que pourrait avoir la recherche aussi, c'est comment choisir et mesurer les indicateurs de façon la plus rigoureuse possible. On sait que c'est un casse-tête des fois de choisir des indicateurs, de choisir les populations pour échantillonner nos études. On sait qu'il faut utiliser des algorithmes dans les dossiers patients électroniques pour être sûr qu'on capture bien la population d'intérêt. Il y a des algorithmes qui sont disponibles et validés qu'on peut utiliser pour avoir une extraction rigoureuse des listes de personnes dans les DME. On pourrait penser aussi à des devis. Vous avez montré une étude où il y a des groupes contrôle. On pourrait penser aussi à des devis très intéressants. Alors malheureusement, je ne me souviens plus comment ça se dit en français, mais les step-wage trials, où on randomise finalement quelle clinique, quel GMF
recevrait l'intervention, mais à la fin, tout le monde, à quel moment le GMF reçoit l'intervention, mais à la fin, tout le monde reçoit l'intervention. Ça pourrait être des devis issus de la recherche intéressants à tester dans ce cadre-là. Aussi, d'évaluer la qualité des données. On sait que la qualité des données des DME est vraiment un enjeu majeur et d'améliorer la façon dont les gens mettre les données dans les DME et la qualité des données, ça serait quelque chose qu'on pourrait explorer en recherche. Une analyse aussi des rigoureuses des données tenant compte des facteurs de confusion. On voit certaines lignes qui descendent et on peut se poser la question quand on est un chercheur, est-ce que c'est une tendance naturelle à diminuer l'utilisation de certains tests ou médicaments ou est-ce que c'est vraiment l'intervention qui a un impact. Donc, ça, il y a des méthodes en recherche pour essayer de clarifier quelle est la contribution de la tendance naturelle versus la contribution de l'intervention elle-même. Donc, je trouve que votre présentation est très riche et me donne plein d'idées de ce qu'on pourrait faire en recherche. Dans l'autre sens, je vois très bien comment les projets d'amélioration continue de la qualité pourraient venir nourrir la recherche. On voit on a fait une tournée à Toronto, par exemple, et où ils sont un peu plus avancés dans les démarches d'amélioration continue de la qualité dans les Family Health Teams, les GMF locaux. Et au bout de 5 ans d'avoir commencé à faire ces démarches, ils ont voulu faire des projets multisites, ils ont voulu faire de la recherche en utilisant les méthodes rigoureuses, mais ils se sont aperçus qu'il y avait ils avaient utilisé depuis le départ des indicateurs différents, ils avaient extrait de liste des populations différentes, ils n'avaient pas documenté avec rigueur les critères d'éligibilité, la façon de collecter, d'extraire les données. Donc, ça peut nourrir, ces démarches d'amélioration continue de la qualité peuvent nourrir la recherche. Et puis là, je vais ouvrir la discussion avec la salle qui a sûrement, la salle virtuelle, plein d'idées sur des projets de recherche qu'on pourrait développer à partir des résultats que vous nous avez montrés. Notamment, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur l'accès aux soins si on libère le temps des médecins ou on diminue l'utilisation de certaines procédures? Est-ce que ça augmente l'accès pour d'autres procédures et puis lesquelles? On pourrait regarder, comme vous l'avez mentionné, les connaissances et les attitudes des professionnels, comment ça évolue avec le temps, qu'est-ce qui explique qu'on a ces diminutions-là d'utilisation de tests ou de médicaments. On pourrait chercher à comprendre quels sont les facteurs contextuels qui influent sur le succès de l'amélioration continue de la qualité. On sait très bien dans le réseau 1 que chaque clinique de groupe de médecine de famille a ses propres caractéristiques. Hein. C'est pas la même façon de fonctionner quand on est à Rouen-Noranda ou au centre de la ville de Sherbrooke. Donc, on pourrait regarder quels sont les facteurs contextuels qui influent sur les succès, qui participent, qui refusent de participer, pourquoi. Un autre aspect aussi que je trouve intéressant, c'est que on a plein d'innovations dans le système de la santé, on met beaucoup d'énergie à les implanter et on ne sait pas si 2 ans après ça se maintient dans le temps parce qu'une fois qu'on enlève toutes ces énergies-là, est-ce que les bonnes pratiques se sont vraiment installées en routine de façon permanente et dans le temps? On pourrait regarder ces aspects-là. Parmi les trousses à outils que vous avez développées, quels sont les outils, les moyens qui ont le plus d'impact? Est-ce que c'est le partage d'expérience? Est-ce que c'est les outils pratico-pratiques que vous avez développés? Donc, pour plus tard, savoir où mettre les énergies de façon le plus importante. On pourrait se poser la question de est-ce que les bénéfices qui touchent davantage certaines cliniques ou certaines populations, est-ce que on diminue les iniquités entre les personnes ou est-ce qu'on les augmente? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà très
qui ont une haute littératie, qui diminuent l'utilisation des antibiotiques, ou est-ce que ça touche tout le monde? Donc, comme ça, en vrac, quelques pistes de réflexion parce que c'est très intéressant ce que vous avez présenté et je pense que ça donne plein d'idées. Puis maintenant, je voudrais bien qu'on voit avec la salle sur qu'est-ce que ça vous, quelles sont vos réactions, quel lien voyez-vous entre ce genre de projet d'amélioration continue de la qualité, d'envergure et bien monté, et puis la recherche. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, Dr. Thériault, je ne sais pas si vous vouliez répondre premièrement aux commentaires, là, mais juste pour rappeler aux participants aussi entre-temps comment poser les questions, là, vous pouvez voir à l'écran la procédure. Mais je dirais juste que alors on a des années de plaisir à avoir à essayer de faire tous ces projets-là. Mais je dirais que ce qui est difficile, moi je trouve, mais là je prends aussi mon chapeau du groupe d'études, c'est que certaines recommandations ne sont pas nécessairement d'arrêter quelque chose, mais plutôt d'avoir une discussion avec le patient. Et ça, c'est difficilement, c'est difficile à compter à travers un DME, là, parce qu'il n'y a pas de coche à cocher. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. On a une première question qui nous vient de Jude Martel, qui demande si, à votre connaissance, il y a des projets qui concernaient les interventions en réadaptation ou dans le domaine psychosocial, donc peut-être un petit moins dans le domaine médical. Non, pas qui me viennent en tête rapidement, mais je crois, là, il faudrait que je regarde, mais je crois qu'on a une section réadaptation dans nos recommandations, mais il faudrait vraiment aller voir sur le site. Quand vous entrez sur le site, toutes les recommandations sont sur la première page et sont par section, par exemple, médecine familiale, gastro, endocrino. Alors, allez voir s'il y a quelque chose là il y a des choses en psychiatrie, c'est sûr, mais réadaptation, il faudrait aller voir. Merci beaucoup. On a quelques personnes, là, des participants qui sont avec nous, qui sont des agents d'amélioration continue de la qualité, donc qui œuvrent en GMFU. Quel message vous auriez pour eux pour partir des projets d'amélioration continue de la qualité à partir des données de Choosing Wisely, là, donc même d'entamer la conversation avec l'équipe des GMFU? Oh mon Dieu, écoutez, simplement justement, comme vous dites, d'entamer la conversation, mais d'arriver avec commencer avec les recommandations de la médecine familiale, il y en a 13, puis peut-être faire prioriser qu'est-ce qui, pour eux, soit est un problème ou ils voient vraiment une façon, avoir un quick win, qu'on dit, là, une façon assez facile d'attaquer ce problème-là. L'autre chose, c'est de prendre les recommandations et d'en faire des projets d'amélioration de la qualité pour les résidents, parce que maintenant, les résidents doivent faire ces projets-là. Donc, on peut facilement demander aux résidents de regarder dans cette multitude de recommandations-là et de choisir une de ces recommandations-là pour en faire un projet. Mais définitivement, les GMFU devraient être à l'avant-garde de ça parce que c'est eux qui forment nos résidents, qui donnent beaucoup d'enseignements à nos étudiants aussi. Donc, s'il y a une place qui devrait être en avant puis tirer tout le monde là, dans la diminution de la surutilisation, ça devrait être les GMFU. Donc, je suis certaine que vos cliniciens seraient immensément réceptifs là, à une discussion, en tout cas, à ce sujet-là, puis une discussion de priorisation de qu'est-ce qui pourrait être fait en premier. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question là, qui m'était venue en tête. Vous aviez donné l'exemple, par exemple, je crois que c'était du glyburide, que l'intervention avait un petit peu moins bien fonctionné que ce qui avait été ciblé par le milieu. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets qui ont peut-être moins bien fonctionné, puis pourquoi ils ont moins bien fonctionné pour donner justement là, des conseils à quoi faire attention, comment bien implanter là, ces recommandations? C'est une bonne question. En fait, c'est juste parce que je pouvais vous donner plein de succès, mais c'est pas nécessairement toujours des succès. En fait, probablement qu'il fallait juste regarder l'intervention qu'ils ont faite, ne ciblait peut-être pas là, les bons les bonnes choses. Je vais vous donner un exemple. Pour les antibiotiques, pour les rhumes, etc., là, ce qui parle le plus aux cliniciens dans tout ce qu'on peut leur dire, c'est quand on leur défait le mythe du fait que
le patient qui vient, qui consulte, veut un antibiotique. Et quand on leur explique que ceci est totalement un mythe et que la littérature nous montre plutôt que le désir de prescrire vient plutôt de l'interprétation qu'on fait du désir du patient d'avoir un antibiotique et non pas de son réel désir. Et là, ça change tout dans la conversation. Parce que là, alors peut-être que le mythe par rapport au gléburide, que c'est facile, pas trop dangereux, avait pas été assez bien expliqué, que l'outil n'avait pas été assez clair là, pour les cliniciens de qu'est-ce que je fais. C'est beau de dire il faut arrêter ça, mais je fais quoi? C'est quoi l'option après? Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils pensaient que c'était quelque chose de facile, qu'on pouvait juste dire, écoute, le gléburide, c'est pas une bonne médication, arrêtez-la, mais ils n'ont probablement pas fourni les outils nécessaires pour dire qu'est-ce que je fais avec, comment je convertis mon gléburide en diamicron, par exemple. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, je vois ça comme un processus itératif, tu sais. On essaie une chose, on voit si ça marche, bien, tant mieux. Si ça marche pas, il faut se poser des questions, pourquoi? Parce qu'on s'est cogné la tête sur le mur longtemps, puis on va peut-être se cogner encore pour ce qui est des antibiotiques dans les infections respiratoires. Mais je pense que là, on réalise qu'on a trouvé une petite porte d'entrée pour que des cliniciens, juste après qu'on a expliqué ça, me disent qu'ils ont changé plein de choses dans leur clinique. Je me dis, ben, peut-être qu'on a trouvé un bon moyen d'entrée. Malheureusement, on n'a pas, c'est toujours ça le problème. Hein. Ça, ce dont je vous parle, ce webinaire-là où on a eu ces commentaires-là, on n'a pas mesuré l'impact. Ça serait vraiment intéressant. Puis c'est souvent ce qui nous manque, c'est d'aller mesurer l'impact de ce qu'on fait. Donc, on voit là, vraiment des liens avec aussi ce que Dr. Vedel là, nous disait. Donc, vraiment, une opportunité super intéressante d'aller faire quand même de la recherche pour évaluer l'impact un peu plus loin que ce qui a déjà été fait. Ce serait super intéressant. Oui, tout à fait. Fait un des projets de Choisir avec soin au Canada, c'est vraiment de trouver une façon d'aller vraiment voir comment on peut arriver à diminuer encore plus les transfusions qui sont non nécessaires, puis mesurer l'impact de ce qu'on fait. Le deuxième projet qui va être choisi n'est pas encore choisi parce que justement, on veut avoir quelque chose qui est mesurable, où on va pouvoir voir qu'il y a un impact. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut se limiter juste à ces projets-là. Comme je vous dis, il y en a plus de 300 sujets potentiels d'amélioration de la qualité. Est-ce que vous travaillez avec des équipes de chercheurs, là, par exemple, pour mesurer les impacts de la diminution des transfusions sanguines? Oui, ben en fait, on a une personne qui est Sacha Bhatia, qui fait de la recherche là, à ce sujet-là depuis déjà un bout de temps. C'est un cardiologue à Toronto. Alors, quelle équipe il a avec lui, je ne suis pas sûre, mais c'est lui qui est le chef là, pour pouvoir trouver la bonne façon de faire ces mesures-là. Ouais. Parce que je trouve ça vraiment très intéressant dans le cadre du réseau. Hein. Je verrais très bien des partenariats entre des équipes qui font des démarches d'amélioration continue de la qualité à partir de Choosing Wisely et des équipes de recherche. La recherche pourrait venir en soutien pour aider à structurer les méthodes. Mais en fait, vraiment, je veux dire, si Réseau 1 est intéressé à faire un partenariat, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être rapporté à Choisir avec soin parce que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, être capable de faire des actions et de mesurer la portée de nos actions et de revenir en arrière si c'est le cas ou de les pérenniser si on peut. Certainement des discussions très intéressantes à se poursuivre là, sur le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Je voulais vous remercier vraiment les deux, Dr. Thériault, Dr. Vedel, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le webinaire. Super intéressant. Peut-être juste avant de terminer, je voulais juste rappeler, donc on vous a écrit dans la boîte, là, vous pouvez télécharger les diapositives si vous voulez dans les documents à distribuer, donc dans le panneau de configuration pour les participants. Aussi, l'enregistrement du webinaire va être disponible sur YouTube. Donc, on va vous tenir au courant quand ce sera disponible. Sinon, vous pouvez toujours les trouver sur notre site web. Je voulais aussi juste faire un peu de promotion pour notre journée annuelle du Réseau 1, donc qui aura lieu le 14 juin au campus Laval de l'Université de Montréal. Donc, il y aura un panel dont Isabelle Vedel fera partie. Isabelle, je ne sais pas si tu voulais nous en glisser une couple de lignes.
Oui, ben, on va avoir un panel très intéressant qui s'appelle « Et si une activité d'amélioration continue de la qualité pouvait mener à un projet de recherche et vice-versa ». Je pense que ce sera l'occasion de continuer cette conversation. On va avoir des présentations de personnes de McGill et de l'Université de Laval. Et puis, on aimerait aussi des interventions de la salle, notamment l'expérience à l'Université de Sherbrooke ou à l'Université de Montréal. Donc, on va essayer de discuter ces arrimages, recherche et amélioration continue de la qualité. Je pense que c'est très tendance. Absolument. Donc, on a bien hâte à ces panels-là. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Je crois que les tarifs préférentiels sont encore valides pour 2 jours. Sinon, là, c'est quand même possible de s'inscrire par la suite. Je vais juste vous rappeler que tous nos webinaires sont accrédités euh, comme j'ai dit tantôt, disponibles sur YouTube. Si vous n'êtes pas déjà membre du réseau 1, je vous invite à le faire. Donc, c'est gratuit, c'est pas très long pour devenir membre. Juste aller remplir le formulaire sur notre site web. C'est le dernier webinaire de notre saison 2018-2019, mais si vous avez des idées là, pour l'année prochaine, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, on est en train de monter la programmation pour l'année prochaine et on est vraiment ouvert là, à vos idées. La programmation devrait devenir disponible là, au courant de l'été pour ceux que ça l'intéresse. Et vous allez recevoir un petit sondage après le webinaire, là, donc pour nous donner vos commentaires, pour évaluer comment ça s'est passé pour vous. Donc, on apprécie toujours que vous remplissiez le sondage, c'est pas très long. Donc, entre-temps, bon, mais j'espère vous voir à la journée du réseau 1. Sinon, je vous souhaite un bon été et on se revoit pour la prochaine saison des webinaires. Merci encore, Dr. Thériault, Dr. Vedel, d'avoir été avec nous aujourd'hui.